Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est la toute première vidéo que je fais depuis que la campagne de crowdfunding s'est terminée. Du coup, je tenais déjà à vous remercier toutes et tous d'avoir participé. C'est un véritable succès. Alors évidemment, très bientôt, je ferai une vidéo pour vous expliquer comment je vais dépenser tout votre pognon. Ou alors, je pars dans un pays très très loin et je ne vous donne plus jamais de nouvelles. Je n'ai pas encore tranché, mais je devrais faire mon choix dans les semaines qui arrivent. En attendant, la vidéo que vous allez voir est une des nombreuses qu'on a tournées durant le Farm Tour. En fait, chaque jour, on a tourné un film documentaire sur chaque ferme. Et du coup, chaque semaine, vous aurez le droit à une nouvelle vidéo sur une des fermes qu'on a eu la chance de visiter. Mais avant ça, sachez que je reprends le spectacle. La prochaine date, c'est le 27 septembre au Grand Point Virgule à Paris. Je crois que je vous ai tout dit. Bon visionnage. Allez, on y va. Hop, 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 hop. On y va. Allez. Si elle veut bien. C'est le goûter. Allez, bah on est à vous. Salut les amis, aujourd'hui nous sommes à la ferme du Chéneau en Mayenne, si je ne dis pas de bêtises. Je suis actuellement en présence des gens qui nous accueillent pour le spectacle et qui nous font l'honneur de faire cette visite. C'est Michael et Elisabeth. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Ça va très bien. Alors vous avez une ferme de laitière. Voilà. Élevage laitier, un pâturage tournant dynamique. Voilà. Des vaches qui mangent de l'herbe, c'est-à-dire leur repas de prédilection. Rentrons tout de suite dans les détails. Qu'est-ce que c'est que le pâturage tournant dynamique? Pâturage tournant dynamique, ça veut dire qu'on consacre l'alimentation d'une vache laitière, un mammifère herbivore, c'est de manger de l'herbe. Donc on adapte la ferme avec des petites parcelles d'à peu près 1 hectare. Donc là on en a derrière nous, là on est autour de ce qu'on appelle des paddocks. Et donc chaque jour, 2 fois par jour, à chaque fois qu'il y a une traite, c'est du donnant-donnant. La nature et nous, notre gestion du pâturage, on leur donne de l'herbe, elles nous donnent du lait. Et à chaque traite, comme ça, toute l'année, du mois de février jusqu'au mois de décembre, plus de 300 jours par an, elles mangent dans les prairies. Et on complète après avec du foin. Qu'on se rende bien compte, chaque carré qu'il y a autour de moi, c'est un jour de bouffe pour les vaches. Alors c'est plus qu'un jour de bouffe. C'est plus qu'un jour de bouffe. Oui. C'est combien de repas là, un carré comme celui-ci par exemple? Un carré comme celui-ci, c'est... alors là, il y a 4 repas. Voilà, il y a 2 jours de repas. Il y a 2 jours de repas dans chaque carré. Voilà. Vous avez combien de vaches? Il y a 45 vaches laitières. 45 vaches? Oui. 45 vaches laitières? Et sur toute la ferme, il n'y a que 45 vaches? Alors après, tu as la descendance. C'est-à-dire, nous ici, on fait du vélage 3 ans, donc ça veut dire que tu as 3 lots de génisses. Alors les lots de génisses, ils sont Déjà, qu'est-ce que ça veut dire du vélage 3 ans? Vélage 3 ans, c'est-à-dire que la vache, elle naît et elle aura son premier veau qu'une fois son 3e anniversaire passé. D'accord. On lui laisse le temps de On grandir. lui laisse le temps de grandir. Parce que dans un élevage industriel de vaches laitières, à partir de combien de temps la traite? Généralement, c'est 2 ans. 2 ans, 2 ans et demi. Et aujourd'hui, la course, c'est d'aller vers moins de 2 ans. Ah bon? Oui. Et oui. En fait, plus on a un vélage précoce, dans la logique vraiment productiviste, Plus tu et gagnes plus on réduit le temps d'élevage. d'improductivité, ce qu'on appelle voilà, toujours la course à la performance. Et donc ce temps d'improductivité, tu le réduis en faisant véler plus rapidement. Sauf que nous, du coup, on a un vélage un peu plus réfléchi sur la croissance naturelle d'un animal, normand, donc qui est plus lent, et donc on fait véler plus tard. La différence aussi, c'est que l'alimentation est beaucoup plus naturelle, puisqu'elle est extensive, puisqu'elle est calée sur du pâturage. Dans un élevage laitier industriel, ça bouge pas des vaches et ça bouffe toute la journée quoi. Et ça bouffe de la bouffe de l'extérieur. Oui, il y a une particularité, c'est qu'on l'humain apporte à manger à l'animal, alors que chez nous, c'est l'animal qui va chercher son alimentation. Nous, on est là pour un peu piloter, aiguiller, et puis faire en sorte que tout ça, ça se passe le mieux possible. Mais effectivement, dans des élevages où c'est l'homme qui apporte, l'animal bouge peu, il reste en bâtiment, où il se déplace un peu, mais de moins en moins. Et donc c'est l'homme qui, par du fossile, de l'énergie, de la mécanique, beaucoup d'émissions, va apporter l'alimentation. Donc du coup, ça change un peu le modèle agricole, effectivement. Ah généralement, oui, l'idée de l'élevage industriel, on est sur une ration maïs. Tourteau de soja? Alors soja, peut-être de moins en moins, mais oui, un apport protéiné quoi. Ouais. Protéines. Parce que là, du coup, qu'est-ce qu'elles mangent finalement ces vaches? Alors en fait, une vache, ça bouffe
tout. La vache, elle En tout cas, va... ça bouffe bien depuis tout à l'heure. Ah bah puis ça bouffe toute la journée. 8 heures, elle dort, 8 heures, elle mange, 8 heures, elle rumine. Et en fait, la vache, elle va manger de l'herbe, elle va manger les bourgeons, elle va manger les feuilles des arbres, elle va aller se servir dans la nature, tout ce dont elle a besoin. Elle est super curieuse et en gros, il faut rien laisser traîner, quoi. Donc c'est pour ça que nos haies, en fait, elles sont taillées à hauteur de langue de vache. Parce qu'elles vont chercher les bourgeons au printemps, les feuilles ensuite, et ensuite elles vont chercher les fruits là où elles n'auront pas bouffé les fleurs avant, quoi. Mais une vache, elle mange tout ce qui est végétal en fait. Ah ouais. Même les ronces? Alors les jeunes ronces, elle ronces, va oui. manger les bourgeons. Si tu mets tes vaches dans un roncier ou qui est en pleine... qui est au printemps, elles vont manger tous les Les petits bourgeons. jeunes. tous les petits bourgeons. Donc et c'est pas et comme une t'auras chèvre, pas de on mur. peut pas utiliser une vache Ah non, Ah non. non, non. pour Elle a une gueule qui est bien trop grosse pour pouvoir faire aller un petit du rangement, ménage. quoi, un petit coup d'aspirateur sur une parcelle. Voilà. Non, ouais. Par contre, elles vont réussir à prendre la pointe des orties. Elles savent ce qui est bon. Elles savent mieux que nous détecter les plantes qui sont bonnes ou pas pour elles. Toi, t'es fils de paysan. Je suis fils de paysan, petit-fils de paysan et arrière-petit-fils de paysan. En fait, on est sur la ferme laitière historique Ouais. de ma famille, Ouais. qui se transmet depuis plusieurs générations, depuis à peu près 200 ans. Je suis remonté à 1830. Et donc, ferme laitière, il y a toujours eu des vaches ici. Quand moi je suis arrivé, j'ai repris une ferme avec une conduite qui était plutôt intensive. Et puis, par mon chemin précédent, par mes lectures, mes rencontres, par des commissions familiales, personnelles. Notre cheminement nous-mêmes, à partir du moment où on a eu nos enfants, à réfléchir à ce qu'on consommait, à ce qu'on produisait. Et il y a deux questions permanentes qui nous taraudent, c'est comment est-ce qu'on produit et pour qui on produit. Et à partir de ce moment-là, quand on fait le pour qui, et nous sommes déjà les premiers consommateurs de nos produits. Nous consommons, nous buvons notre lait. Enfin, Nous non, consommons- mais oui, et donc, c'est du pas coup, une c'est évidence. pour Ah tout le ouais monde. Oui. tous Il y a les des producteurs de lait qui ne boivent pas leur lait? Eh Non. oui, évidemment. C'est vrai? Ah oui, oui. Donc on consomme nos produits, nos enfants aussi, et puis plus largement les consommateurs qui viennent ici à la ferme, les magasins à proximité, et puis on fournit également la collectivité. On en reparlera après, Ouais. mais les lycées, les écoles, etc. Donc du coup, c'est important pour nous de montrer qu'on peut produire de la qualité localement, mais aussi un produit qui privilégie aussi la santé. Et un lait de pâturage a tous les oméga 3 qui sont favorables et qui limitent les maladies cardiovasculaires. Donc c'est un produit qui est aussi, on peut dire, porteur de santé quelque part. Santé, bien-être pour le sous-sol, la qualité de l'eau, la qualité de l'air, la qualité de la biodiversité, parce qu'on est entouré de haies ici, mais aussi la qualité de vie des animaux. Et au final, comme on consomme ces produits-là, c'est la qualité aussi de vie et de santé des humains. Avant, on faisait de l'élevage intensif ici. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de l'élevage intensif ici avant? L'élevage intensif, ça veut dire que c'est des animaux, déjà, c'était pas la même race. Donc les vaches plutôt typées production maximale, donc des noires et blanches, des Holstein. Et puis la conduite était basée sur du maïs en silage, du tourteau de soja, donc pour aller chercher la performance de productivité unitaire, c'est-à-dire beaucoup de lait par vache, voilà, sans une réflexion globale de protection du milieu. Donc il y avait une recherche de performance unitaire maximale, mais qui n'était pas forcément une performance que moi je qualifie d'écologique aujourd'hui et qui nous amène de la performance économique. Si je peux ajouter d'ailleurs, tu vois ici tu as des haies. Voilà. Avant, quand Mickaël est arrivé, il n'y avait pas de haies, hormis les vieux arbres là-bas. C'est-à-dire que cette notion de production extensive a fait que tu reboises en fait. Ici, c'était de la culture, c'était des champs de maïs. C'était justement la question que je vais te poser en suivant. D'où venait le maïs pour nourrir les animaux? Donc d'ici. D'ici, donc là, c'était des plaines sans arbres. Ça, c'est une haie qui a 20 ans. Et les vaches viennent aussi manger dans la haie comme ça. Ah bah tu oui. vois, là, elles se sont servies là, hier, là, ils sont allés gaiement. Là. C'est génial. En fait, elles savent vraiment. Bah Ce qui ouais, est bon puis pour elles, quoi. mais c'est comme nous en fait, plus tu diversifies leur alimentation, plus tu as des apports nutritifs quoi. Donc quand elles mangent, que ce soit de la graminée au sol, ou quand elles mangent les feuilles des différents arbres, elles ont des apports différents qui sont certainement super riches quoi. On passe d'une phase de monoculture, un plat unique avec deux plantes. En conserve. En conserve en plus, voilà, type si comme nous on mangeait que de la choucroute toute la longueur de l'année. Et en fait les vaches mangent par le pâturage déjà qui a une composition de flore variée, donc une dizaine d'espèces différentes, vont en plus se servir dans les haies pour aller chercher d'autres éléments qu'il n'y a pas dans les prairies. Ici on est en présence de vieilles prairies qui ont plus de 10 ans. Il y a des plantes qu'on appelle bio-indicatrices qui vont pousser naturellement parce que le sol
a une texture particulière. On peut penser à la renoncule, on peut penser oui, alors ça, pâquerette, c'est voilà. ça, elle mange pas la renoncule. Elle mange pas la renoncule, mais il y a des plantes, Elle mange pas la le renoncule. pissenlit, il y a d'autres plantes qu'elle mange et que moi j'ai pas semées, mais qui vont servir à compléter leur repas. Alors là, tu as la dernière haie plantée. Donc ça a été un chantier participatif. En Mayenne, il y a un groupement qui s'appelle les Joyeux Planteurs. Donc il y a les plantés et les planteurs. Nous, on a dit on avait 450 mètres de haies à faire. Il y a tout un groupe qui est venu en 2 fois pour planter les arbres. Donc ça, c'est la haie de l'année dernière. Donc là, il y a une quinzaine d'essences différentes. Elle a morflé par contre. Hein. La canicule de l'année dernière... Ici, on est sur le chêneau. Donc on remet évidemment du chêne, mais différents chênes, plutôt résistants aussi, type méditerranéen, chêne vert, qui vont résister aux fortes chaleurs. Et moi, j'essaie de faire des compositions où il y a une complémentarité d'arbres entre eux. Pour avoir, voilà, au final, on espère que d'ici une vingtaine d'années, on se retrouve avec un plan qui soit similaire à ce qu'on a à côté. Et en fait, au moment du remembrement, ici sur ce plateau-là, dans les années 70-80, beaucoup d'arbres ont été abattus. Sans le savoir, cette haie-là, il en existait une dans les années 50. Quand on reprend les photos géoportail, il y a des années 50, il y en avait une au même endroit, sans le savoir, il n'y avait pas de géoportail il y a 20 ans. J'en ai remis une parce que ça me semblait assez logique de relier ces deux tronçons-là. C'est dans une continuité, ouais. On va faire du maillage. Et donc on espère que voilà, dans 20 ans, on refait des petites parcelles d'1 hectare, 2 hectares maximum. La science nous dit que le meilleur profil pour la protection des plantes, ce sont des parcelles maximum d'une grandeur de 4 hectares et demi, 4 hectares et demi, 5 hectares. Rien que pour les auxiliaires, au fait. Les auxiliaires, par exemple, pour une culture, la parcelle qui est en face chez nous, là, il y a 13 hectares d'un seul tenant sans un arbre. Il est évident que, en termes de culture, les auxiliaires, ils vont pas atteindre le cœur de la parcelle. Du coup, en replantant, tu favorises toute une biodiversité. Évidemment, tu vas avoir des ravageurs, mais tu vas avoir des prédateurs, des ravageurs, et du coup, théoriquement, je dis pas que c'est une science exacte, mais théoriquement, tu te retrouves avec un certain équilibre et une certaine harmonie où si toi-même, dans tes cultures, tu raisonnes multi-espèces et pas culture unique, tu te retrouves avec quelque chose qui peut avoir du sens et fonctionner correctement, quoi. Finalement, moi je suis en train de faire un jardin-forêt pour humains, et vous avez fait le même modèle de jardin-forêt pour les vaches, quoi. Exactement. Ouais, mais on mange, nous, et on bouffe de la prune, là. Il y a plein de pruniers, on mange les mûres, on mange les pêches, les noisettes. Là, dans ta haie, t'as des pêchés. Il y a des pêchers, alors il y a d'autres pêchers ailleurs, et puis en fait, tout ce que tu plantes ne va pas prendre. J'ai plein de petits pêchers qui poussent, on va boucher les trous avec ces petits pêchers-là, et dans quelques années, on aura des pêches de ferme. On n'a pas encore fait de greffe, on ne s'est pas encore lancé là-dessus, mais on peut greffer plein de choses. On a des merisiers, on a des aubépines, enfin, tu peux faire des greffes là-dessus, quoi. Bien sûr. Et aujourd'hui, on a des prunes de toutes les couleurs. Excellent. Des prunes sauvages, donc bonnes. C'est dommage qu'on arrive un peu trop tôt dans la saison. C'est clair, c'est clair. J'aurais bien goûté tout ça. On a des facilitateurs qui viennent nous aider aussi à planter. Les quelques arbres que tu vois qui ressortent un peu du lot, mais en fait ceux-là, c'est les oiseaux qui nichent des buses, des pieds, etc., qui adorent se poser sur les piquets qui séparent les parcelles. Et donc elles vont déféquer et remettre des noyaux. Donc ce toit, il y en a une petite dizaine là. C'est exactement comme dans une forêt naturelle finalement. Ouais. Exactement. Voilà. Et après, là, ce sont des jeunes haies, que ce soit ici, mais après, on a aussi tout un espace en fait où on a des haies sur talus qui sont immémoriales, quoi. Enfin, après, on a des églantiers, des néfliers, enfin tout ça, ça se mange. Les gens, ils savent pas, mais bien sûr. ça se bouffe tout ça. On mange. Non, mais surtout que c'est vrai, les néfliers, les gens ne connaissent pas alors que c'est super bon. Oui. Moi, j'adore les néfliers. Oui, faut savoir faire. Mais Faut savoir faire quoi? la confiture de nèfles. Ah, moi je mange comme ça. Ah, tu la manges comme la ça? pâte, oui, c'est Non, bon. le fruit. Ouais. Ah, mais tu recraches le reste alors. T'as les noyaux. Tu recraches les noyaux. Oui, Oui, voilà, c'est ça. Mais Oui, mais c'est c'est bon. Ça, c'est les vieux fruits et en plus, c'est les derniers de la saison. Enfin, on est sur des fruits hivernaux, novembre, décembre. Tu parlais des auxiliaires de culture, des prédateurs, tout ça. Mais vous, comme vous êtes en laitière, vous pensez à quelle culture? Nous, on fait des céréales. Ah, il y a des céréales en plus? Alors, on est autonome. On n'achète strictement rien à l'extérieur et donc on a un peu de céréales pour les animaux, oui. Comme on a une surface avec un nombre d'animaux, un chargement assez faible, ce qui nous autorise à avoir une surface alimentaire directe pour les humains. Et donc ce blé panifiable, on en a gardé pour les animaux puisque les vaches mangent un petit peu de céréales et puis pour la paille, pour l'hiver, en mélangeant les bouses et l'épice, ça va faire du fumier qui va être réintégré sur les prairies en matière organique, ce qui limite les achats d'engrais. Donc cette partie de céréales, il n'y a pas d'achat d'engrais, Ici, il n'y a pas mais d'achat d'engrais. les céréales qui ont été produites
servent à un boulanger qui va vendre son pain dans la boutique de la ferme. C'est combien d'hectares attribués à quoi pour avoir une autonomie alimentaire pour 45 vaches laitières? Alors ça dépend des saisons. Et ce qui était vrai il y a 10 ans ne l'est plus aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a 45 vaches laitières. Avec le renouvellement, on arrive à 85 animaux à peu près. Ici, la surface, elle est à peu près de 85 hectares. Donc on a à peu près 1 hectare par animal. Et ça de manière autonome. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune surface qui rentre de l'extérieur sur la ferme, par le biais de concentrés, de tourteaux, etc. Il y a zéro. Le fait d'avoir des rendements plus ou moins aléatoires maintenant avec le changement du climat fait et il y a une autre considération ici dans la particularité de la ferme, c'est qu'on a une pression foncière importante, donc on perd de la surface. Donc on adapte le nombre d'animaux à la surface ici présente. On sait qu'un animal, quel que soit son niveau de production, a besoin d'à peu près 1 hectare pour avoir son alimentation pour une année. À peu près 5, 6, 7 tonnes. Voilà. La capacité, nous en ce moment, cette année, on a une bonne début de saison. Comme là on voit, on est dans une parcelle où il y avait quelques ronds de valeur. Ça va faire du stock pour l'hiver prochain. Donc les hectares, certains hectares sont destinés à alimenter les animaux l'hiver. Donc on a une sorte d'autonomie qui se fait tout au long de l'année, qui nous évite d'acheter de la surface à l'extérieur. Et quand on veut réduire nos émissions et moins impacter le climat, eh bien on fait avec ce qu'on a sur place. Des années on fait un peu plus parce qu'il pleut, la nature est prolixe. Donc on fait un peu plus de lait. Les années comme 2022, un peu plus chaudes. Les 3 années consécutives et de 2018, sécheresse, 19, ça a été 20. dur, hein. On a déstocké du fourrage. Bah, du coup, il faut réduire, adapter son nombre d'animaux. Ah ouais. Le nombre d'animaux sur la ferme correspond à la capacité de la surface. Ce qu'on appelle le lien au sol. C'est tout bête, mais je pense que dans la majorité des fermes, on ne fait pas attention à la surface, puisqu'on achète, entre guillemets, de la surface extérieure. Nous, c'est vraiment le nombre d'animaux qui est adapté à la surface qu'on a. On ne peut pas en avoir plus si on veut garder notre autonomie et être indépendant. Ouais, c'est super intelligent comme façon de produire. Voilà. Enfin, c'est super intelligent. C'est horrible de c'est dire normal. ça, c'est juste du bon sens. Voilà. C'est ce que faisaient nos grands-parents. Voilà. Ici, la ferme, quand je suis né gamin, il y avait 15 vaches normandes qui mangeaient 30 hectares d'herbe, un peu de betterave et quelques céréales. Et voilà, il n'y avait pas encore la flambée du pétrole et la course au productivisme. Mais on reproduit des schémas qui existaient depuis toujours. C'est-à-dire plus liés au sol, un petit peu moins de moyens, parce qu'on fait avec ce qu'on a, voilà, tout simplement. Tout en étant technique, c'est-à-dire qu'il y a toujours une réflexion économique, une réflexion technique, une réflexion sur les sols, sur les animaux, enfin, c'est pas au gré du vent. Mais en revenir à cette histoire de surface, là, ça veut dire que lorsqu'on livre du lait pour les cuisines, pour les élèves de Laval, le lait qui est consommé correspond réellement au territoire. C'est-à-dire que c'est du lait, quelque part il pâture, entre guillemets, l'herbe qui est juste ici, quoi. On valorise de la surface que l'humain n'est pas en capacité de valoriser. On valorise très mal la cellulose. C'est-à-dire si on mangeait que de la salade, que des oignons et que des choux, on ne pourrait pas faire tout ce qu'on fait aujourd'hui, réfléchir. Voilà. L'animal a cette capacité de transformer la cellulose par ses 4 estomacs, et donc il valorise cette cellulose en lait ou en viande, et donc on valorise de la surface par le biais des animaux qui vont servir après à l'alimentation humaine, et voilà, c'est fermer une boucle. Donc la calorie photosynthétique du soleil permet de faire pousser de la calorie de biomasse qui va nous permettre, nous humains, au final, de faire nos calories qui nous permettent de réfléchir, de vivre, de se déplacer, de faire du sport, etc. Donc on a dit 1 hectare par vache. On va dire 85 hectares de surface. Il y en a 5 qui sont vendus, qui sortent de la ferme, pas très loin. Mais du coup, les vaches ont besoin de 80 hectares pour à peu près 85 animaux. Donc on a un petit delta. Si je ne m'abuse, c'est l'heure de les emmener à la traite. Effectivement, il y a eu repas et donc il y a donation. On va aller récupérer le lait. Allez. C'est parti. Allez, viens. La traite, c'est combien de fois par jour ici? Ah, c'est 2 fois. Ça va bien. Ça suffit, oui. Ah, mais cette question. Ah bah oui. C'est Bibi et Bibi le robot là, il n'y a pas de robot. Hein. C'est vrai? Bah oui. Non, vous allez tout faire la main? Mais non, mais on a une machine. Ah. Mais on n'a pas un robot qui traite lui-même les vaches, si tu veux. On a une machine à traire. Ah bah non, oui. c'est pas la main. Ah bah Ah non. ouais, tu m'as fait peur. Sinon, il n'y a pas de spectacle ce soir. Hein. On y va tous. Hein. Génisse jusqu'à 3 ans. Oui. Donc à 3 ans, la vache, qui c'est qui la monte? Qui c'est qui la monte quoi? Alors non, il n'y a pas de monte.
Ah. On n'a pas de taureau sur la ferme. C'est insémination. C'est insémination. Nous choisissons le mâle sur catalogue. C'est pas beau ça? Je sais pas. Je sais pas. Il n'y a pas de taureau parce que on n'est pas équipé pour avoir un taureau. Dans le sens où, alors Michael s'est déjà fait bouler par un taureau en Irlande. Ah. Et on n'est pas serein, on reçoit du public, enfin voilà, c'est pas de taureau ici, voilà, tout en insémination artificielle. Alors il y a eu plusieurs races ici de vaches, donc il y a eu la Prim Holstein, ensuite il y a eu la Brune des Alpes, ce sont les vaches grises aux grandes oreilles suisses, là, iséroises. Là ce sont des Normandes et Jabel est la première Normande à être née sur la ferme, donc autant vous dire que... C'est la chouchoute. Oh ben oui. Une vache, une fois qu'elle est inséminée, donc sa gestation, ça dure combien de temps? Et une fois que le petit est sorti, une fois qu'il y a eu le vélage, maintenant Oui. qu'on peut utiliser les termes techniques, Oui, mais là, oui. elle produit pendant combien de temps? Ah bah, ça dépend en fait. Donc ici, comme on est vraiment calé sur les saisons, l'idée c'est vraiment de faire du vélage de printemps. Donc les animaux qui ne vèlent pas au printemps parce qu'il y a eu un petit problème de reproduction 9 mois auparavant et voilà, où eh bien on s'autorise le droit à ce qu'elle fasse un tour. Une fois qu'il y a eu le vélage, combien de temps elle produit la vache? L'idée c'est faire un veau à chaque printemps ou un veau tous les 2 printemps. C'est-à-dire que soit ta vache, elle a 2 mois de repos à chaque fois, 2 ou 3 mois de repos. Et si on est sur une vache qui fait une lactation de 2 ans, on est parfois sur un peu plus que 2-3 mois. Ça va être 4-5 mois au repos. Donc tu dis que ça fait une lactation d'1 an et demi. Et après, Un an ou 1 an et demi. 1 an et demi la lactation. Ouais. Après du coup on l'insémine de nouveau. Oui. Si on l'inséminait pas, qu'est-ce qui se passerait? Ah bien, on est sur un animal qui à un moment donné va se tarir de lui-même, qui devient improductif, donc qui part de la ferme et qui part à l'abattoir. Alors oui, non, alors ça tu parles au bout de plusieurs vélages, je te parle au bout d'1 an et demi. Alors 1 an et demi, il faut qu'elle refasse un veau Voilà, mais c'était ça la question, c'est pourquoi Ah on lui oui. refait faire un veau au bout d'1 an et demi? pour qu'elle ait du lait. Voilà, parce que forcément, au bout d'1 an et demi, je pensais qu'une vache, si tu la trayais tous les jours... Enfin moi, il y avait un agriculteur, justement, quand j'avais filmé pour le Gap 44, il m'avait dit que ça pouvait au maximum aller jusqu'à 7 ans de traite avec un veau. Alors ça, c'est une chèvre. Les vaches, je sais pas. Il n'y a pas trop d'études sur les vaches, sur les lactations longues. Ici, en fait, elles font 2 ans, maximum. Et vous avez jamais essayé plus? Non. Alors peut-être qu'à une certaine période, ça aurait été intéressant d'essayer. Là, tu vois, il y a eu 2019, 2020, 2021. Je crois que ce sont ces 3 années-là où vraiment ça a été des années hyper sèches et où on a déstocké tous les stocks de fourrage qu'on avait. Enfin, vraiment, tout a été bouffé. Et il nous en a manqué quand même. Et là, l'animal qui ne produit pas, il s'en va. Enfin, tu peux pas le nourrir. Et avoir un troupeau qui a faim, c'est terrible. Hein. Tu vois? Donc il y a un moment, tu décapitalises en troupeau. Et dans ta décapitalisation, ce sont ces animaux-là qui partent. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que comme la plupart des gens ne se rendent pas compte qu'une ferme, en fait, c'est une entreprise qui doit tourner. Ah bah oui. Hein. Et donc du coup, il y a des choix à faire qui sont aussi des choix économiques finalement. Ah bah bien sûr. Des choix économiques et puis de voir les champs cramer complètement, de voir les stocks descendre et de se dire à un moment mais qu'est-ce qu'on va leur donner à bouffer quoi? Mais c'est hyper angoissant quoi. Et là, ce qui est marrant, c'est que les vaches sont parties toutes seules en fait à la traite. Oui. et que Michael, il a pu Eh ben, enlever les piquets pour il a changer poussé de paddock. son fil. Il a poussé son fil, voilà. Il leur a donné plus d'espace là. Oui. De nourriture en fait. Voilà. Et un Donc petit- la vache est un animal hyper grégaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas isoler une vache en fait, elle a besoin de ses copines. C'est un animal vraiment de troupeau. Et moi j'ai l'habitude de dire en fait que c'est comme une gestion de classe quoi. Les premières sont toujours les mêmes, les dernières sont toujours les mêmes. Il y a celles qui sont lentes, qui sont rapides, et puis il y a celles qui font la loi, celles qui sont craintives, on a nos copines. Donc ici elles ont tout un nom, on les appelle toutes par leur nom. Il y a des gens qui peuvent critiquer ça, que vous les appuyez par leur prénom, parce qu'au bout d'un moment, Elles finissent par partent partir. par partir et par être bouffées. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous? Comment vous le vivez? Pas facilement. C'est pas quelque chose qui est facile à gérer. Hein. On les connaît vraiment. On les connaît vraiment bien. Hein. Mais en même temps, ça fait partie du job.
Et puis, nous, on mange notre propre viande aussi. On boit le lait de nos vaches, mais on mange aussi nos animaux. On est tous mangés un jour. Enfin, dans le cycle de la vie, on est tous mangés et on leur offre une vie qui correspond à leur nature. On fait au mieux pour qu'elles soient bien, pour leur apporter ce dont elles ont besoin et que ce soit physiologique et que ce soit... elles sont cool parce qu'on est cool aussi. Mais derrière, voilà, c'est la suite logique. Dans le prolongement de ça, c'est vrai que c'est des questions qu'on n'avait pas il y a quelques années, je pense. Ouais, c'est vrai. En fait, et ça peut se comprendre, hein, mais on est, je pense, dans une société qui refuse de voir la mort, d'en parler, de l'aborder, parce qu'en fait, on anthropise beaucoup ce qui se passe autour pour des animaux d'élevage, des animaux domestiques. Or, il y a pas loin d'une centaine d'années, hein, les abattoirs étaient en plein cœur des villes. Rien qu'à Paris, on a mis les abattoirs en dehors de la ville de Paris. Mais voilà, on a caché tout ça en fait. Oui, pour cacher, ne pas voir la mort. On ne peut s'affranchir de la vie que s'il y a la mort. Voilà, comme tu disais très bien, la mort on fait partie d'un cycle. Et il faut l'avoir en conscience. Nous, on vit le cycle des saisons par le biais du végétal. Hein. On voit des magnifiques châtaigniers là, en pleine feuille. Voilà, Sauf que le cycle des saisons fait qu'on a des pertes de feuilles, etc. Quand on parle des animaux, on est sur un temps de vie plus long. Chez nous, les vaches vivent 3 fois plus longtemps qu'un élevage conventionnel. Nos animaux, on les a du premier jour de vie jusqu'à leur dernier jour. C'est très dur de voir les animaux partir. Et c'est très dur de les voir partir dans les structures qui ont été montées par nos sociétés, les abattoirs où tout le monde est malheureux finalement. Les abattoirs actuels, je pense que si sanitairement tout est extra, humainement et animalement parlant, moi je suis pour l'abattage à la ferme. Du coup, les animaux ici sont abattus où et par qui? Déjà, ici en France, c'est interdit l'abattage à la ferme. Donc il y a des groupes qui y travaillent, notamment en Loire-Atlantique, là, mais d'autres dans d'autres secteurs de la France. Il y a une pression sanitaire énorme pour continuer à faire abattre les animaux dans les abattoirs. Donc nous, ils ne partent pas très loin d'ici, parce qu'on a des abattoirs proches dans le secteur de l'élevage. Pour nous, c'est effectivement très dur de voir ces animaux partir, mais le meilleur respect qu'on peut leur faire, c'est justement de respecter ces animaux-là jusqu'au dernier jour, en les mettant dans leur milieu de vie naturel, c'est-à-dire un maximum en extérieur, au pied des arbres, manger ce qu'elles doivent manger, et puis les respecter par une attention, par des comportements que nous apportons au quotidien. Le chemin du respect jusqu'au jour final, pour nous, il doit se faire jusqu'après le départ de la ferme. Et donc, c'est toutes les pressions qui peuvent être faites par les producteurs pour que le schéma dans les abattoirs soit fait dans les meilleures conditions. Et là, il y a du travail à faire, c'est clair. Ouais, d'accord. On va les accompagner parce que elles nous attendent, les petites là-bas. Tu disais que les vaches ici vivaient 3 fois plus longtemps que dans un élevage conventionnel. La durée de vie en moyenne d'une vache, donc source ministère de l'Agriculture, c'est 5 ans. Je prends les vaches laitières. Hein. En gros, une vache va donner naissance à son premier petit veau à 2 ans, en une ferme classique. Elle va faire plus ou moins 2 lactations laitières, donc 2 années où elle va produire du lait. Et puis après, parce qu'elle a donné beaucoup de lait, eh bien en fait, elle est fatiguée, elle a des soucis de reproduction, des soucis de qualité du lait, etc. Voilà. Chez nous, les vaches, là, elles ont en moyenne entre 10 et 15 ans. La vache qui a vécu le plus longtemps aussi, elle avait 17 ans. Et donc voilà, le fait d'avoir une désintensification des animaux moins productifs, moins poussés, et qu'on essaie de prolonger les lactations au maximum, donc voilà, ne pas forcément un veau tous les ans, ben, en fait, et le fait qu'elles produisent quasiment moitié moins, une vache ici, chez nous, elle produit à peu près 5000 litres de lait, les meilleures, elles font 6 à 7000 litres de lait, mais du coup, ça, c'est dans la physiologie de ces animaux-là, de ne pas produire beaucoup, mais en fait, on prolonge la durée de vie. Donc si on fait un calcul rien qu'économique, une vache qui va faire 2 fois 10 000 litres de lait, elle va faire à peu près 20 000 litres de lait. Une vache comme Jabel, qui est à sa 8e lactation, elle aura fait 8 fois 5, elle aura fait... 40. Voilà, 40, donc le double de lait d'une vache qui aura fait que 2 lactations. Donc elle aura fait moins de manière unitaire qu'une vache à 10 000, mais sur la durée de vie, en fait, elle aura fait plus de lait. Et un lait de meilleure qualité, puisque fait à base de plantes qui ont poussé ici, de multiplantes, de plusieurs cultures de plantes.
et c'est le fourrage principal de l'animal. Pour compléter, on sort un peu de le rapport au vivant et à la mort, mais en fait, en faisant ce type d'agriculture herbagère en autonomie, on respecte aussi des paysans qui sont à l'autre bout de la planète. On a reçu sur la ferme des Brésiliens qui, eux, étaient expédiés de leurs terres pour y faire des cultures d'huile de palme et de soja, qui au final, ces plantes-là sont cultivées pour être exportées en Europe, pour alimenter des vaches européennes. Et au final du final, le lait qui est produit par ces vaches européennes va être séché, déshydraté, mis dans des sacs et envoyé en Asie. Aujourd'hui, la mondialisation, la globalisation incohérente fait qu'il nous faut 3 continents pour faire du lait. Ben, ici, il nous faut un petit territoire. Et si je reprends les propos de Michel Serres, le philosophe, l'origine du mot paysan, ça vient de pagus, qui veut dire la paix. Je pense que la première source des paysans, c'est de faire de la paix déjà, par sa cohérence de travail et d'agronomie. La biomasse végétale va retourner au sol, va se dégrader, va refaire de la matière organique. Ça refait de l'humus, ça recapte du carbone, ça repart dans le cycle naturel, nutritif, et ça va refaire pousser les plantes. Tout ce qu'il y a là, c'est les désélections qui sont C'est dans la du grange. mélange de paille, bouse, pisse, d'une année. Voilà, tout est là. Et après ça, tu vas les pendre C'est sur tes composté, champs, quoi. et après ça va servir d'engrais naturel pour les champs et les plantes poussent. J'ai toujours une petite méfiance. Même s'il me dit non, non, il n'y a pas de courant, je me méfie. Et alors, tu confirmes qu'il n'y a pas de courant? Je confirme qu'il n'y a pas de courant. Ouais, rigole. Donc ça, c'est notre séchoir. On va rentrer. Mais alors, ce que je voulais te montrer, oui. C'est les merveilleux trous de pivert qui sont en train de décorer toute notre façade. Donc on les entend au printemps. Est-ce que tu peux me refaire le pivert? Parce que je trouve que tu fais vachement bien. Donc là, on entend les moteurs du séchoir. Qu'est-ce qu'on y sèche dans le séchoir? On y sèche de l'herbe. Le séchoir, en fait, c'est du foin en vrac. L'avantage du foin en séchoir, c'est qu'il est fini de sécher par de l'air, en fait. Sur ce bâtiment-là, il y a une double toiture, donc avec de l'air chaud dans cette double toiture-là, qui est soufflé par 2 gros moteurs, le temps que le foin finisse de sécher. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin de rester 1 semaine ou 10 jours au sol, à prendre le soleil et à perdre toute sa chlorophylle, tous ses pétales, tous ces éléments nutritifs. Il est rentré avant, fini de sécher. Donc c'est un foin de qualité. Un foin de compétition même. Voilà, un foin de compétition, t'as tout compris. Donc là, il y a l'andaineuse. Voilà, la seule chaîne matérielle où on est autonome, c'est tout ce qui concerne le foin. Puisque c'est le foin qui assure le tampon sur la période hivernale, sur maintenant la période quasi systématique estivale, où on nourrit les animaux comme en plein hiver. Juillet, août, là, c'est absolument incroyable. Avant, c'était pas ça, hein, la Mayenne était pluvieuse. Elle l'est plus, comme la Bretagne. Donc voilà, c'est les seuls éléments où en fait on est autonome, c'est vraiment notre matériel à nous. Sinon, on a une partie du matériel en CUMA où on fait appel à l'entreprise. Donc on va rentrer là où Monsieur Lepage reçoit ses groupes. Tu sens l'odeur là? Ouais, c'est vraiment dégueulasse, ça pue de ouf quoi. Attends, ça sent trop bon le foin. Ça sent le foin. Je les sens. Attends, je rassure les gens, ça sent très bon, c'est vrai. C'était une blague. Ça sent le foin, ça sent, voilà, ça sent la tisane, ça sent l'herbe. Enfin, ça sent chouette quoi. Et donc là, tu as en fait 3 cellules. Le foin est mis en vrac sur des caillebotis où donc tu as tout un circuit d'air. Donc suivant la saison, ton moteur il va souffler 15 jours, 1 semaine, les années humides un peu plus longtemps. Donc là, Oui, c'est la file d'attente pour l'attraction. la traite. Ah, c'est pas Space Mountain là? Non. Une traite 2 fois par jour, Ouais, tous les jours? oui, Ça veut dire combien de vacances par an? 1 semaine. 1 semaine de vacances Une par an? semaine de vacances. Comment vous faites dans ces cas-là? On essaie d'avoir un remplaçant. D'accord. Ce qui est en fait la chose la plus difficile qui soit, puisque on est 2 trayeurs sur la ferme, Michael et moi. Et soit on a un stagiaire qui a le profil et en qui on a confiance, soit on essaie de trouver remplaçant, remplaçante. C'est pas simple. Pas ça. C'est pas simple, non. Faut le dire aussi parce que là vraiment tout ce qu'on a vu, franchement, Ah c'est bah très oui, mais beau. c'est du Ça, travail. ça peut faire rêver, mais il faut dire la vérité aux gens. C'est beaucoup de travail, c'est très dur et c'est qu'1 semaine de vacances par an. Ouais. C'est des sacrifices à faire. Alors nous, c'est 1 semaine de travail, de vacances par an. Peut-être que d'autres en prennent d'autres. Il y a eu des années où on en prenait moins, il y a eu une année où on a pris plus. On se prend aussi un week-end par an. Un week-end par an. Oui.
Je suis désolé, moi je suis obligé de rigoler parce que de toute l'après-midi qu'on vient de passer ensemble, c'est le seul moment où tu souris moins là. Bah ouais, parce que c'est une contrainte. Après, on a d'autres avantages. Effectivement, on part pas. Quand on voit le mois de mai qu'on vient d'avoir, où tout le monde ne pense que à sa fin de semaine ou à ses 4 jours de repos à voir où est-ce qu'on va et qu'est-ce qu'on fait. Et il est évident qu'il y a la saison en plus. Enfin, nous, c'est lunaire. Enfin, je veux dire, les jours fériés, c'est même pas qu'ils existent, quoi. Quand on nous dit, ah ben ces jours fériés, là, bah oui, alors nous, pour la vente, faut qu'on se remette dans le truc. Je veux dire, on n'y pense même pas. Quand tu seras maraîcher et arbo, c'est des saisons là où les maraîchers, ils voient pas le jour. Moi, je suis bien content de faire cette petite tournée là au mois de juin, avant qu'on se lance. Avant le rush des 25 prochaines années. Mais après, on a d'autres avantages. Déjà, on fait ce qu'on aime. Il y a du sens à ce qu'on fait. Il y a du sens à notre vie. On a vu nos enfants grandir. Alors, effectivement, les vacances, c'est sacré. Hein. Quand on part, on n'a pas intérêt de les emmener dans une ferme. Mais on embellit notre cadre de vie, toujours. On est bien dans ce qu'on fait. Enfin, oui, on travaille 7 jours sur 7, mais dans la journée, eh bien, on peut aussi se prendre 1 heure ou 2 à certaines saisons pour faire autre chose. C'est les sorties scolaires pour les vacances. Pour les enfants, on les a faites parce qu'on se libère du temps. On n'a pas ou un patron ou des horaires à respecter. Si, on en a, forcément. Enfin, on est notre propre patron. On en a parlé un petit peu avec Michael. Mais toi, tu n'es pas fille d'agriculteur? Ah bah si. Si aussi. Ah bah si. Ah bah alors puis moi c'est parti. Tu m'as dit que tu étais arrivé il y a... Ah mais oui, moi je suis sur ça la ferme depuis 11 ans. Ouais. Après, j'habite sur le lieu-dit de la ferme depuis 2003, donc ça fait 20 ans. Mais sinon, moi, j'ai grandi dans une ferme laitière dans le Maine-et-Loire. Des semenciers maïs avec de l'irrigation, avec de la Primostein à 9-10 000. Ah oui, donc t'as baigné dedans toi aussi, quoi. Ah bah oui, non, mais j'ai grandi avec les vaches, j'ai grandi avec les animaux, j'ai grandi avec mes parents et la traite. Ah bah t'es beau avec ton tablier, toi. Je fais ma cuisine. Là, on serait pas en train de voir les coulisses du spectacle. Voilà les actrices en œuvre. Oh, par contre, la chaleur que ça fait. Ah bah ça dégage de la chaleur. Hein. Donc en hiver, quand il fait bien froid, donc là, on met nos mains ici et ça nous réchauffe bien. Et elle attend comme ça au milieu. Oui. Elle attend son tour, ritournelle. Est-ce que je peux... Ouais, non, ça, je prends le risque de me faire pisser dessus si je vais trop loin là-bas, non? On va dire. On sait quand elle vous. Je vais me mettre là. C'est pas grave, Nicolas. Hein. Bah si, c'est-à-dire que moi je joue mon spectateur, j'ai pas envie de sentir pipi, quoi. Et là, on est à la salle de traite, mais juste à côté. Il me semble que vous avez un petit point de vente. Oui. Bon là, c'est un peu en bazar. Hein. Ça, c'est notre lieu de vente où tous les vendredis après-midi, on fait le marché. Donc ici, il y a une maraîchère, il y a d'autres produits. Ça va du savon aux viticulteurs, aux producteurs de viande. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on peut y prendre? Et ici, on peut y prendre du lait en bouteille en verre. Du lait. Ça, c'est incroyable. Regardez ça. Les gens ramènent. Elles sont pas consignées de façon monétairement parlant. Elles sont consignées civiquement et les gens ramènent. Ils nous en ramènent même d'autres auxquels on enlève les étiquettes, qui repartent dans le circuit. Comme quoi, fonctionner à la confiance, ça peut marcher. Complètement. Ça, c'est un bel exemple pour la suite, quoi. Bah, il serait même temps de s'y mettre. Hein. Donc, elles sont lavées dans une entreprise. Il en restait 2 en France. Oh. Ah ouais. Oui. Elles sont lavées, celles-ci? Non, ça la vente a eu lieu hier. Et donc, ça, ce sont toutes les bouteilles de retour que les gens ont ramenées. Donc, du coup, après, c'est lavé. Et là, ça c'est propre, voilà. Et on fait à peu près entre 200 et 300 litres par vendredi de lait cru. Donc du vrai, du lait de... Qui sort là à l'instant là. Voilà, c'est ça. On peut en vendre du chaud en salle de traite pour les gens qui veulent. Et puis sinon, c'est du lait ultra frais à 3 degrés. Et tu le vends combien? 1 €. 1 € le litre de lait ultra frais. Voilà. Je vais passer pour un couillon, mais comme j'achète plus de lait, oui. Je sais pas combien ça coûte une brique de lait. Moi non plus. C'est vrai? Ben non. Alors en lait frais, donc on en livre aussi dans quelques magasins. On est aujourd'hui les moins chers. Ouais. Dans le rayon frais là, ouais. Puisque tu peux en trouver à quasiment 2 €. Et la brique de lait demi-écrémé qu'à goût de carton là, je sais pas, est-ce qu'on est à 60, 70? Non, sincèrement, j'en ai aucune idée. On est sur autre chose. On n'est pas sur le même produit, quoi. Bien sûr. Ouais. Lait,
Fromage, yaourt? Non, les fromages que l'on vend ici, ce sont Parce des que- collègues. On a mangé quand même du super yaourt ce midi, je tiens à Eh le dire. ben, c'est gentil, merci. Et ça, Ah c'est ben, ici. Ah bah oui, c'est moi qui fais, je mange mes produits laitiers. Je Ah fais mes produits laitiers avec mon lait. Nous consommons, ah bah oui, ça fait des années que j'ai pas acheté un pot plastifié de yaourt. Enfin, non, Ouais. c'est pas possible. Et au niveau de la distribution, donc il y a chez vous, mais j'imagine que c'est pas la majorité de votre distribution. Au niveau du lait, ça part où? Alors on est à 40% en circuit court. Mhm. Donc circuit court, ça fait ici, au chalet, quelques magasins, très locaux également. Les collectivités sur Laval. Donc sur Laval et la couronne lavalloise, donc les primaires, les collèges, lycées, maisons de retraite, puisqu'on fait la cuisine centrale. Et puis sinon, le reste du lait part à Lactalis. Ah, quand même, il y a une petite partie qui Oui. va chez Lactalis. Ah bah oui, on fait à peu près 200 000 ici. L'année dernière, bonne année, 230 000. Comme je suis dans le milieu agricole, bah, je connais, mais est-ce que tu peux expliquer aux gens ce que c'est que Lactalis? Ah bah on est sur une grosse laiterie, enfin je veux pas parler de monopole, mais on est sur un élément qui est Ouais, bah, c'est ça que je voulais que tu dises. hyper gros et hyper important. Le siège social, il est à 1,5 km là. On Ah, est le siège social est ici? de Lactalis. Mais Ah ils bah oui. achètent dans le monde entier, enfin en France entière, oui, et oui. ils redistribuent à travers la planète entière, ces gens. Oui, ouais. Mais on peut pas s'en passer du coup. Ah bah aujourd'hui Lactalis disparaît, il y aurait certainement d'autres circuits à se mettre en place. Il faudrait les réinventer, oui. Du coup, Elisabeth, déjà merci pour cette visite d'exploitation et pour nous avoir montré et appris plein de choses. Est-ce que tu penses qu'il y a un sujet que tu aurais aimé transmettre, ou en tout cas qu'on n'aurait pas abordé pendant la vidéo, quelque chose qui était important, je sais pas? Déjà merci à toi d'être là, hein, c'est un grand plaisir. Et oui, il y a un message quand même que j'aimerais faire passer, c'est qu'on est des paysans, on élève des vaches, mais on fait pas que ça. Je pense que durant toutes ces années-là, les fameuses 30 glorieuses, on a perdu un savoir empirique que les paysans avaient, qui était su de tous. C'était les plantes, c'était les animaux, c'était les oiseaux. Et je trouve que nous, avec Mickaël, en tout cas sur la ferme, on s'intéresse à tout ça. On s'intéresse à ce qui pousse sous nos pieds, à ce qui chante dans nos arbres, aux essences qui poussent. Et c'est aussi ça, en fait, c'est ce qui est important, c'est de se retrouver dans ce lien à la nature, de recomprendre, parce que je pense qu'on a perdu cette compréhension-là, de comprendre à nouveau les fonctionnements, les interactions. C'est-à-dire qu'il y a une harmonie et on fait pas n'importe quoi. Il y a un lien avec le vivant qui est important, qu'on doit retrouver. Et il y a également un lien avec l'autre qu'on doit retrouver. C'est-à-dire qu'on est dans une société qui a perdu ce lien-là. Il faut absolument qu'on retrouve ça pour pouvoir continuer, pour continuer à avancer. Et puis que le monde agricole, en fait, il retrouve un petit peu ce qu'il avait auparavant, et dans sa convivialité parfois, et dans son lien à la nature. Voilà. Merci Elisabeth. Merci à toi, Nicolas. Je prends conscience, plus le temps passe, qu'en fait notre métier se résume à très peu de choses. Et je pense qu'il se résume à la notion de prendre soin. On est attachés, Elisabeth et moi, à ce que tout ce maillon formidable qu'est le vivant, il soit protégé par nos actions. Déjà de le comprendre, donc c'est par nos lectures, notre recherche, faire appel à des scientifiques, etc. Et je pense que du sol, en passant par les champignons, les micro-organismes, le végétal, qu'il soit pour les prairies, pour les vaches, les arbres qu'il y a, etc. Puis les animaux, tous les animaux, puis nous-mêmes, animaux que nous sommes. Je pense que dans ma réflexion quotidienne, c'est de prendre soin du vivant. Je vais faire un petit appel à une philosophe que j'aime beaucoup, c'est Cynthia Fleury, qui dit une civilisation n'est rien si elle n'est pas soin. Et je pense que notre métier doit prendre soin du vivant, parce qu'en fait la vie est très courte, il n'y a qu'une planète, et donc il faut absolument la protéger, et donc nous protéger nous. Nous sommes soi-disant des homo sapiens sapiens, nous savons que nous savons. Alors si vraiment nous savons que nous savons, prenons soin. Voilà. Merci beaucoup. Ce serait mon mot de la fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mickaël. Merci à toute l'équipe, à toi, c'est super ce que vous faites. Merci. Et on apprend tous les jours avec des gens comme vous. Merci. Et à vous. nous aussi avec des gens comme vous. Super. Merci beaucoup. Allez, je vais au boulot.